Combien de mères peuvent affirmer qu'elles connaissent vraiment leur enfant? Je ne parle pas de connaître ses plats préférés ou ses souvenirs d'école. Je parle de ce qui habite vraiment son cœur. Ce soir-là, dans ma petite maison en banlieue de Toulouse, j'ai compris une chose terrible. Mon nom est Denise Fournier. J'ai 74 ans. Et ce que j'ai vu ce lundi de mars a détruit une part de moi que je croyais éternelle. Cela a commencé comme un jour banal. Une brise tiède annonçait la fin de l'hiver. J'avais passé l'après-midi à trier de vieux albums photos. Les visages de mon mari René, disparu il y a 8 ans, et de mon fils David, plus jeune à l'époque, me souriaient depuis des clichés décolorés. David. Mon unique enfant. Mon petit miracle arrivé après 10 années d'attente et 3 fausses couches. Le fruit d'une vie de patience, d'espoir, de douleur et d'amour. Il avait 45 ans désormais. Grand, les cheveux poivre et cils prématurés, les traits marqués par la vie. Il avait une entreprise de plomberie à Montauban, mais la faillite l'avait ruiné. Puis il y avait eu le divorce. Hélène l'avait quitté en emmenant mes 2 petits-enfants, que je ne vois plus qu'à Noël. Depuis, David survivait de petits boulots. Il venait me voir chaque lundi soir pour dîner. Je m'accrochais à ses visites comme à une bouée. Ce lundi, il est arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Il était 18 heures. J'étais encore en tablier, les mains dans la vaisselle. Il a frappé à la porte au lieu d'entrer comme à son habitude. « Maman, c'est moi. » J'ai séché mes mains, surprise par sa politesse soudaine. Quand j'ai ouvert, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ses yeux évitaient les miens. Il avait l'air oppressé, nerveux. Il m'a embrassé rapidement sur la joue. « Tu vas bien, maman? Tu ne te sens pas trop fatiguée aujourd'hui ?» Cette question m'a glacée. Pas parce qu'elle était étrange, mais parce qu'elle était posée avec une douceur trop feinte. David n'avait jamais été du genre à s'inquiéter ainsi. Surtout pas un lundi. Je lui ai répondu avec un sourire. « Je vais bien, mon chéri. Tu as faim? J'ai fait du gratin dauphinois, comme tu l'aimes. » Il a hoché la tête, un sourire figé sur le visage. Puis, en se dirigeant vers la cuisine, il a proposé quelque chose d'inattendu. « Et si je te préparais ton thé ce soir, hein? Tu mérites bien ça, un peu de repos. » Je suis restée interdite. Depuis la mort de René, mon thé du soir était mon rituel sacré. Camomille, sucre brun, tasse en porcelaine bleue. David ne s'en était jamais occupé. Jamais. Mais je l'ai laissé faire. D'accord, je vais mettre la table pendant ce temps. Je me suis assise dans le salon, face au miroir du couloir, qui me permet de voir une partie de la cuisine sans être vue. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a figée. David, mon fils, sortait quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Un petit sachet plastique. Il en a sorti un comprimé blanc, l'a observé un instant, puis l'a discrètement glissé dans une tasse. Ma tasse. Ma porcelaine bleue. Mon cœur a fait un bond. J'ai eu l'impression que mes poumons refusaient de respirer. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Il a remué le thé avec soin. Comme s'il faisait un geste qu'il connaissait. Calculé. Contrôlé. Puis il a nettoyé la cuillère, l'a replacée dans le tiroir, et a emporté la tasse vers moi. Tiens, maman. Bien chaud, comme tu l'aimes. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. Mais j'ai souri. J'ai même dit « Merci mon trésor. C'est gentil. » Il s'est assis dans le fauteuil en face du mien. Il ne s'asseyait jamais là. Il préférait toujours le canapé. Mais ce soir-là, il voulait me voir. M'observer. Bois pendant que c'est chaud. Ça va te faire du bien. Je me suis contentée d'humecter mes lèvres. Le goût était différent. America Metallic. Pas ma camomille habituelle. Alors, j'ai joué. J'ai fait semblant. Pendant 20 longues minutes, j'ai fait semblant de boire. À chaque fois qu'il regardait ailleurs, je versais une petite gorgée dans le pot de fleurs à côté de moi. Il parlait beaucoup. De choses futiles. De la météo, d'un match de foot que je n'avais pas vu. Mais ses yeux me fixaient. Ils attendaient quelque chose. Un effet. Un signe que j'étais en train de m'endormir. Tu sais maman, tu as beaucoup donné dans ta vie. Peut-être qu'il est temps de te reposer. Cette phrase. Je ne l'oublierai jamais. Elle m'a transpercée. Pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était fausse. Elle portait en elle une promesse funèbre. J'ai reposé la tasse vide. Me suis étirée. Je suis vraiment fatiguée ce soir. Je vais aller me coucher. David a hoché la tête avec un étrange sourire. Oui, c'est mieux. Tu as besoin de repos. Moi, je vais rester un peu devant la télé. C'était inhabituel. Il partait toujours après le dîner.
Mais pas ce soir. Je l'ai embrassé sur le front. Un geste que j'avais fait 1000 fois. Mais qui, ce soir, me paraissait un adieu. Puis je suis allée dans ma chambre. J'ai entrouvert la porte. Et j'ai attendu. Allongée tout habillée, les yeux grands ouverts. Le cœur tambourinant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je savais que cette nuit serait différente. Et que la suite allait tout changer. Je suis restée allongée dans le noir, mes mains crispées sur la couverture en laine tricotée par ma mère il y a des années. J'écoutais. Chaque grincement du parquet, chaque souffle dans la maison prenait une dimension sinistre. Et puis je l'ai entendu. Les pas. David avançait dans le couloir, à petits pas lents, prudents. Je pouvais presque deviner l'endroit exact où il se trouvait par le craquement du bois sous ses pieds. Il s'est arrêté devant ma porte. La lumière du couloir a filtré à travers l'ouverture lorsque la poignée a tourné tout doucement. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait le percevoir. Il a entrouvert la porte. Je suis restée parfaitement immobile, les yeux fermés, respirant profondément, comme si le sommeil m'avait enveloppée. « Maman, tu dors » a-t-il chuchoté. Je n'ai pas bougé. Il est resté là, à m'observer. Puis, doucement, il a refermé la porte. Les pas se sont éloignés. Mais je ne me suis pas détendue pour autant. J'avais l'instinct d'une mère. Quelque chose n'allait pas. Il préparait quelque chose. Et j'allais le découvrir. Une quinzaine de minutes plus tard, j'ai entendu un cliquetis. Celui de la porte d'entrée. Je me suis levée aussitôt, pieds nus sur le tapis, j'ai couru jusqu'à la fenêtre de ma chambre, soulevant discrètement le rideau. Je l'ai vu. Mon fils, capuche sur la tête, descendait la rue en regardant sans cesse derrière lui. Que allait-il faire ? Pourquoi partir alors qu'il croyait que je dormais sous l'effet d'un somnifère ? Je suis retournée dans le salon. L'atmosphère était encore imprégnée de la présence de David. Sur la table basse, entre une serviette froissée et un vieux magazine, un papier a attiré mon regard. C'était une feuille pliée en deux. Je l'ai ouverte. C'était une copie de mon contrat d'assurance vie. Mon sang s'est glacé. Je l'avais rangé dans une boîte verrouillée, dans le secrétaire de la chambre d'amis. Il ne devait même pas savoir que je l'avais souscrit. Sur le document, certaines lignes étaient surlignées en jaune. Notamment celles qui indiquaient que David était le bénéficiaire principal. À côté, une enveloppe ouverte. Mon testament. Les mains tremblantes, j'ai tout remis à leur place, mais pas avant d'avoir pris une photo avec mon vieux téléphone. Je sentais que ce que je découvrais n'était qu'une pièce du puzzle. Et que j'aurais besoin de preuves. Soudain, le téléphone a sonné. J'ai sursauté, la peur au ventre. Qui pouvait appeler à cette heure ? Allô ? Ai-je dit, la voix brisée. Madame Fournier ? Ici le docteur Julien Casal, de la pharmacie hospitalière de Rangueil. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je suis désolée de vous appeler si tard, mais il y a eu un incident inhabituel. Votre fils David s'est présenté aujourd'hui à notre établissement. Il a posé des questions très précises sur des somnifères puissants. J'ai dû m'asseoir. Des questions ? Quel genre ? Il voulait savoir quel produit pouvait aider une personne âgée à dormir longtemps, profondément, au sans danger. Mais il insistait sur des doses inhabituelles. Ma collègue pharmacienne a trouvé cela étrange et m'en a parlé. Je n'ai rien donné, bien sûr. Mais nous avons noté son nom. Je l'ai remercié, la gorge sèche. J'avais besoin de réfléchir. De comprendre. J'ai raccroché, puis j'ai rassemblé les papiers que David avait laissés. Outre le contrat d'assurance et le testament, il y avait des photocopies de relevés bancaires que je ne me souvenais pas lui avoir montrés, une liste manuscrite de mes objets de valeur, et même une estimation approximative de la valeur de ma maison. C'était un inventaire. Un calcul froid. Il avait évalué ma vie. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Des larmes menaçaient de couler, mais je les ai repoussées. Pas encore. Pas maintenant. J'avais besoin d'être forte. Plus forte que jamais. 1 heure plus tard, David est revenu. Je me suis précipitée dans ma chambre et me suis glissée sous la couette, refermant les yeux à temps. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Cette fois, il est entré sans hésiter. Il s'est approché de mon lit. Je pouvais sentir sa présence. Il respirait fort. Il a soulevé doucement mon bras et l'a laissé retomber. Il a murmuré « Parfait ». Puis il a commencé à fouiller. Il a ouvert les tiroirs, sorti ma boîte à bijoux, feuilleté mes carnets. Il a pris mon téléphone. Je l'ai entendu manipuler les menus, sûrement à la recherche de mots de passe ou de données bancaires. Puis il est reparti et est revenu quelques minutes plus tard avec une valise. Ma valise. J'ai entendu le bruit du papier de soie,
les fermetures éclairs, les objets qu'il rangeait soigneusement. Il emballait mes souvenirs. Comme s'il préparait mon départ. Comme s'il vidait ma vie. À ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas une crise. Ce n'était pas une impulsion. C'était un plan. J'ai entendu son téléphone vibrer. Il a répondu à voix basse. Oui. Elle dort profondément. J'ai tout. L'argent, les papiers. Tout. Non, pas ici. Trop risqué. Comme prévu. Au lac. Oui. Avec la voiture. On fera croire à un accident. Le lac. Je me suis figée. Il parlait d'un scénario. D'un plan final. Il allait me conduire quelque part, m'installer au volant de ma propre voiture. Et la laisser sombrer dans l'eau. Et tout le monde penserait que j'étais vieille, fatiguée, que je m'étais endormie. Un accident banal. Un drame de plus dans les faits divers. Mon fils. Mon propre fils. Il a croqué. Et c'est là qu'il est revenu dans ma chambre avec une seringue. J'ai senti la panique me submerger. Il s'approchait. Murmurait. Pardon, maman. Je n'ai pas le choix. Mais moi, je l'avais, ce choix. Et je l'ai fait. Il était là. Penché au-dessus de moi. Une seringue à la main. L'aiguille brillait dans la pénombre, baignée par la lumière faible du couloir. Je pouvais sentir son souffle. Je pouvais entendre le tremblement de sa respiration. Mon propre fils. Celui que j'avais nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie, s'apprêtait à m'injecter, quoi? Une dose pour me rendre inconsciente? Pour que je perde connaissance, pendant qu'il me traînerait jusqu'à la voiture. Ou pire. Je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai ouvert les yeux. Et j'ai parlé. David, arrête immédiatement. Ma voix, calme et ferme, a fendu le silence comme un couteau. Il s'est figé. La seringue suspendue dans l'air. Son regard est tombé sur moi, agrandi par la stupeur, la panique. Il a blêmi d'un seul coup, comme si j'étais un fantôme revenu d'entre les morts. Sa bouche s'est entr'ouverte, sans qu'aucun mot n'en sorte. Maman, tu devrais être... Tu étais censée. Il a caché la seringue dans son dos, maladroitement, comme un enfant pris en faute. Je me suis redressée lentement. J'ai allumé la lampe de chevet. La lumière chaude a dévoilé l'horreur de la scène. Mon fils, au milieu de ma chambre, tenant une seringue, les yeux rougis, le visage ravagé par la fatigue, par la peur, par la culpabilité. Je suis sortie de mon lit, pieds nus sur le sol froid, mais l'adrénaline me réchauffait tout entière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, David? Un somnifère? Un poison? Tu comptes vraiment m'expliquer? Ou tu vas continuer à me mentir comme tu l'as fait toute la soirée? Il a baissé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. Tu ne comprends pas, j'avais pas le choix. Cette phrase. Je l'avais entendue 1000 fois dans des films. Mais la vivre, c'était autre chose. C'était une gifle à l'amour. Une trahison habillée d'excuses. Pas le choix? Pour tuer ta mère? Pour effacer 45 ans d'amour avec une seringue? David, regarde-moi. Il ne voulait pas. Mais je l'ai forcé du regard. Il a levé ses yeux pleins de larmes. J'ai tout perdu, maman. J'ai plus rien. La maison, le travail, Hélène, les enfants, ils veulent plus me voir. J'ai des dettes. Des dettes énormes. Et des gens dangereux. Ils m'ont dit que si je ne remboursais pas. Il s'est mis à pleurer. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots bruyants, brisés. Des sanglots d'homme au bord du gouffre. Mais moi, je ne pouvais pas le consoler. Pas cette fois. Et tu as pensé que la solution, c'était de me supprimer. Pour l'argent. Tu as pensé que j'étais un montant sur une feuille d'assurance. Un chiffre dans un testament. Tu as pensé que ta mère, celle qui t'a porté pendant 9 mois, pouvait être éliminée. Il secouait la tête. Mais il ne disait rien. Parce qu'il savait. Il savait que c'était vrai. Tu sais ce que j'ai fait pendant que tu versais ton poison dans ma tasse? Et je pleurais à l'intérieur. Parce que je comprenais. Je comprenais que je ne te connaissais plus. Ou peut-être que je t'ai trop aimé pour voir ce que tu devenais. Il s'est effondré sur la chaise, près de la fenêtre. Il a enfoui son visage dans ses mains. Je ne voulais pas, je voulais que tu partes sans souffrir, dans ton sommeil. Tu souffres déjà tellement depuis la mort de papa. Tu es seule. Triste. Je pensais que... Je l'ai interrompu. Tu pensais que tu pouvais décider à ma place. De ma vie. De ma mort. David, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de l'égoïsme. De la lâcheté. Il murmurait des excuses. Des morceaux de phrases que je ne pouvais plus entendre.
Alors je me suis approchée. Je me suis agenouillée devant lui, comme je le faisais quand il tombait de vélo, enfant. Regarde-moi. Je suis encore ta mère. Mais ce soir, je suis aussi une femme blessée. Trohi. Tu as brisé quelque chose entre nous. Et je ne sais pas si ça se répare. Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu l'enfant en lui. Pas le fils paumé. Le petit garçon. Celui qui avait peur des monstres sous son lit. Cette nuit, le monstre, c'était lui-même. Tu n'as plus de travail? Je comprends. Tu as des dettes? Je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas eu le courage de venir me parler. De me dire que tu étais au bord du gouffre. Tu m'as laissé croire que tu venais pour le dîner. Que tu voulais me voir. Mais tu venais pour me tuer. Il a commencé à trembler. Et puis il a dit une chose qui m'a bouleversée. Je t'ai tellement déçue, maman. Je voulais juste réparer les choses. À ma manière. Pour que tu ne souffres plus. Et que je puisse respirer. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Il ne me restait que toi. Et j'allais perdre ça aussi. J'ai posé une main sur sa joue. Il a sursauté. Tu as encore une chance. Une seule. Et elle commence ce soir. Mais tu dois faire un choix. Tu peux continuer cette route de mensonges, de plans sordides, ou tu peux décider de redevenir l'homme que tu étais. L'homme que j'ai élevé. Il m'a regardé, perdu. Que veux-tu que je fasse? Je me suis levée. J'ai pris une enveloppe dans mon tiroir. Une enveloppe contenant plusieurs billets que j'avais mis de côté pour les urgences. Je la lui ai tendue. Voici de quoi rembourser une partie de tes dettes. Le reste, on trouvera. Mais à une condition. Demain matin, tu vas au commissariat. Tu expliques tout. Tu assumes. Et tu coupes tout contact avec ton complice. Sinon, je m'en chargerai moi-même. Il est resté silencieux. Puis il a murmuré. Tu ferais ça? Tu m'enverrais en prison? Je ferais ça, David. Parce que je t'aime. Et que je préfère un fils vivant et sauvé, qu'un fils qui se perd à jamais. David est resté assis là, muet, comme si mon ultimatum venait de le frapper plus fort que n'importe quelle gifle. Ses yeux étaient rouges, brillants de larmes qu'il retenait avec l'énergie du désespoir. Je ne peux pas aller en prison, maman. Je ne survivrai pas là-bas. Tu ne comprends pas. Ce sont eux qui m'ont mis la pression. C'est Marcel, c'est lui qui m'a dit que c'était la seule solution. Le nom résonnait dans ma tête comme un avertissement. Marcel? C'est lui ton complice? Il a hoché la tête, lentement. Marcel Dubois. On a travaillé ensemble, avant. Lui aussi a des dettes. Lui aussi en danger. C'est lui qui connaissait un type à l'hôpital, pour les médocs. C'est lui qui a tout organisé. Moi, je voulais pas faire ça comme ça. J'ai juste suivi. Je me suis éloignée. J'avais besoin d'air. De recul. Tu veux dire que tu voulais me tuer autrement? Que cette méthode n'était pas à ton goût? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a posé la seringue sur la table de nuit, lentement, comme s'il déposait une arme. Et c'était une arme. Silencieuse. Mortel. Je l'ai regardé, cet homme qui était mon fils, et j'ai vu deux visages superposés. Celui du petit garçon qui tenait mon doigt pour traverser la rue, et celui de l'adulte qui avait tenté de mettre fin à ma vie quelques minutes plus tôt. Assieds-toi, David. Écoute-moi attentivement. Il a obéi. Les mains jointes. Comme un enfant pris en faute. Il savait qu'il ne pouvait plus parler. Plus justifier. Juste écouter. Tu dis que tu as suivi Marcel. Que tu as eu peur. Très bien. Mais comprends une chose. Ce que tu as fait cette nuit, ce n'est pas juste une erreur. Ce n'est pas un dérapage. C'est une tentative de meurtre. Tu as manipulé, menti, drogué, prévu ma disparition. Et même si tu regrettes aujourd'hui, tu dois faire face aux conséquences. C'est comme ça qu'on devient un homme. Pas en fuyant. Pas en rejetant la faute sur les autres. Il avait la tête baissée. Il hochait à peine la tête, mais je savais qu'il m'entendait. Demain matin, tu iras au commissariat. Tu expliqueras tout. Tu donneras le nom de Marcel. Tu parleras du plan, des médicaments, de la voiture, du lac, tout. Et tu prendras ce que la justice t'imposera. Et si, je refuse? Je me suis figée. Puis j'ai croisé son regard. Alors tu ne seras plus mon fils. Je ne le dirai qu'une fois. Je ne vivrai plus dans la peur, David. Je ne passerai pas le reste de mes jours à me demander si tu vas revenir finir ce que tu as commencé. Cette phrase l'a foudroyé. Je l'ai vu. Il a levé les yeux, choqué. Comme si, enfin, il comprenait que ce qu'il avait brisé, ce n'était pas seulement une loi, un serment moral,
mais un lien de sang. Il s'est levé, a tourné en rond dans la chambre, comme un animal piégé. Je vais perdre mes enfants. Ils sauront. Clara, Jules. Ils ne voudront plus jamais me voir. Je me suis radoucie un instant. Parce que malgré tout, c'était encore mon fils. Et que je savais ce que c'était que de perdre ce qu'on aime. Tu les perdras si tu continues sur cette voie. Mais si tu assumes, si tu paies, si tu changes vraiment, alors peut-être qu'un jour, ils seront fiers de toi. Peut-être qu'ils comprendront que tomber est humain. Mais se relever, ça, c'est une force. Il a soupiré. Longuement. Puis il s'est effondré de nouveau sur la chaise. Tu m'accompagneras? J'ai hoché la tête. Oui. Je serai là. Mais c'est toi qui parleras. Moi, j'ai assez porté ce fardeau cette nuit. Il s'est levé, a posé la valise au sol, l'a ouverte et a commencé à en retirer mes objets. Mes bijoux, mes carnets, les photos de René. Il les a remis à leur place avec une lenteur triste, comme un condamné rangeant les souvenirs d'une cellule. Je vais appeler Marcel. Je vais lui dire que c'est fini. Qu'il se débrouille. Il a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient. Il a composé le numéro. Haut-parleur. Allô? David? T'en as mis du temps. Marcel. C'est fini. Elle est réveillée. Elle sait tout. Elle a tout entendu. Comment ça, elle est réveillée? Mais qu'est-ce que t'as foutu? On va tout dire à la police demain matin. Prépare-toi. Elle a des preuves. Tu veux me foutre dans la merde, c'est ça? Tu crois que je vais te laisser me balancer tranquille? T'as pas idée de qui je connais, David. J'ai arraché le téléphone des mains de David. Marcel. Ici Denise Fournier. Tu m'as peut-être cru vieille et faible, mais sache que je sais exactement ce que vous avez prévu. J'ai enregistré votre appel précédent. J'ai des copies des documents. Et si tu t'approches de mon fils ou de moi, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Silence. Puis un rire jaune. Vieille folle, tu ne tiendras pas la pression. On verra si tu oses. J'ai raccroché. David me regardait, comme s'il découvrait une facette de moi qu'il ne connaissait pas. Tu es incroyable. Non. Je suis une mère. Et ce soir, j'ai vu mon enfant se perdre. Je ne pouvais pas le laisser faire. Même si ça signifiait lui faire face. Même si ça signifiait lui dire non. Il s'est levé. A pris une couverture. Et s'est installé dans le fauteuil du salon, sans un mot. Je suis retournée me coucher. Mais je n'ai pas fermé l'œil. Pas une seconde. Le matin viendrait. Et avec lui, la vérité. Le matin est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Le ciel était d'un gris laiteux, sans promesse de soleil. Le genre de lumière qui rend les choses encore plus lourdes, plus vraies. Je suis restée assise sur le bord de mon lit un long moment, les pieds posés sur le tapis, écoutant le silence de la maison. Seul le tic-tac régulier de l'horloge dans le salon me rappelait que le monde tournait encore. J'ai fini par me lever. David dormait à moitié dans le fauteuil du salon, recroquevillé sous une couverture trop petite pour lui. Il n'avait pas enlevé ses chaussures. Son visage était tiré, épuisé, plus vieux de 10 ans que la veille. Je l'ai regardé un moment, me demandant si j'étais vraiment réveillée, si tout cela n'était pas qu'un cauchemar grotesque. Il a ouvert les yeux d'un coup, comme s'il sentait ma présence. Nous nous sommes regardés, sans parler. Il s'est levé lentement, avec la lenteur de quelqu'un qui s'apprête à affronter sa propre vérité. C'est aujourd'hui, a-t-il murmuré. J'ai simplement hoché la tête. Nous avons pris le petit déjeuner dans un silence pesant. 2 tasses de café, une tartine chacun. Pas de thé. Il n'y aurait plus de thé partagé entre nous pendant un long moment, peut-être jamais. Vers 9h30, nous avons quitté la maison. J'avais appelé la veille un avocat que je connaissais, maître Arnaud Durand, un ancien camarade de René. Il nous attendait au commissariat du 12e arrondissement. Dans la voiture, David ne disait rien. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Je lui ai tendu un mouchoir sans un mot. Il l'a pris, comme un geste d'enfant. Une simple chose, mais qui voulait tout dire. Arrivé au commissariat, je l'ai laissé passer la porte le premier. Il a respiré profondément, a fermé les yeux, puis a avancé d'un pas lourd. Maître Durand nous a rejoints dans le hall. Il m'a salué avec une chaleur polie, puis a pris David à part pour lui expliquer ce qui allait se passer. Je les ai regardés s'éloigner, sentant une boule dans ma gorge. Quelques minutes plus tard, ils entraient dans une salle d'audition. Moi, je suis restée dans la salle d'attente, entourée de posters délavés et de chaises en plastique. J'ai regardé le sol. Je n'ai pas bougé. 1 heure. 2 heures. Le temps s'étirait. Finalement,
la porte s'est ouverte. Un inspecteur m'a fait signe. Madame Fournier, Vous pouvez entrer. J'ai retrouvé David assis à une table, les épaules affaissées, les yeux gonflés. Il venait de raconter toute l'histoire. Du début à la fin. Le plan, Marcel, les médicaments, l'assurance vie, le faux accident au lac. Il avait parlé sans détour. Larmes aux yeux, mais avec une franchise qui m'a soulagée autant qu'elle m'a brisée. Le commandant de police, un homme d'une 50aine d'années, au regard dur mais juste, s'est tourné vers moi. Madame Fournier, votre fils a coopéré. Il a confirmé ce que vous nous avez signalé. Il a également remis la seringue et les documents qu'il avait pris chez vous. Il sera placé en garde à vue ce matin. Ensuite, ce sera au juge d'instruction de décider de la suite. Je me suis tournée vers David. Il me regardait comme un homme qui venait de sortir de l'eau après une longue noyade. Merci, maman, de ne pas m'avoir laissé sombrer. J'ai posé ma main sur la sienne, de l'autre côté de la table. La vitre entre nous n'existait pas encore. Pas encore. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu m'aimes. Je t'ai sauvé parce que c'était juste. Et parce que j'espère encore que tu peux redevenir l'homme que j'ai élevé. On l'a emmené ensuite. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas protesté. Il s'est levé, a regardé une dernière fois dans ma direction, et a disparu dans le couloir. Le soir même, j'ai reçu un appel du commissariat. Marcel avait été arrêté à son tour. Chez lui, ils avaient retrouvé plusieurs flacons de médicaments puissants, des notes manuscrites sur les routines de ma maison, et une clé de ma voiture. Le plan avait été bien plus élaboré que je ne le pensais. Ils avaient pensé à tout. Tout, sauf à l'instinct d'une mère. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Calmes, mais sous tension. L'appartement était silencieux, mais l'ombre de ce qui s'était passé y flottait encore. Je n'arrivais plus à entrer dans la chambre sans revoir cette seringue. Je n'arrivais plus à m'asseoir dans le salon sans entendre les chuchotements de David au téléphone. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison. Écrite à la main. Maman, Je ne sais pas par où commencer. Chaque jour ici est un rappel brutal de ce que j'ai failli devenir. Mais aussi, grâce à toi, de ce que je peux encore redevenir. Tu m'as sauvé. Pas seulement la vie, tu m'as sauvé de moi-même. Je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. Mais je vais tout faire pour me le mériter. Ton fils. David, Je l'ai relu au moins 20 fois. Et j'ai pleuré. Pas de douleur. De soulagement. De chagrin mêlé d'espoir. Parce que dans cette lettre, j'entendais une voix que je croyais perdue. La voix de mon fils. Le vrai. Celui qui était tombé, mais qui, peut-être, voulait se relever. Les mois suivants furent un lent et douloureux processus de reconstruction. Non pas seulement pour David, mais pour moi aussi. Chaque jour était une lutte entre deux sentiments contradictoires. La trahison brûlante d'avoir failli mourir de la main de mon propre fils, et l'amour viscéral que je ne pouvais cesser de lui porter. Je suis retournée à ma routine, ou plutôt j'ai essayé. Les jeudis après-midi avec mes voisines pour jouer aux cartes me semblaient creux. Le marché du samedi, où j'allais chercher mes fruits chez Marc, le primeur jovial, avait perdu de sa saveur. J'évitais les conversations trop longues. Je souriais poliment. Mais en moi, quelque chose était brisé. Puis un matin d'octobre, je reçus une lettre du tribunal. Le procès de David et de Marcel allait commencer le mois suivant. Je n'étais pas obligée d'y assister, disait-il. Mais je n'avais jamais envisagé de rester chez moi pendant que mon fils affrontait les conséquences de ses actes. Je voulais être là. Je devais être là. Le jour du procès, je suis arrivée au palais de justice vêtue d'un tailleur gris que je ne mettais que pour les grandes occasions. Les souvenirs de mon mariage, des enterrements, de la vie d'avant. Mes pas résonnaient dans les couloirs marbrés du bâtiment comme un écho de mes décisions. J'avais décidé de rester debout. De faire face. La salle d'audience était froide, presque solennelle. David était déjà là, dans le box des accusés, vêtu d'une chemise blanche trop large et d'un pantalon froissé. Il ne m'a pas vue tout de suite. Lorsqu'il a tourné la tête et que nos regards se sont croisés, j'ai vu dans ses yeux une tempête de honte, de peur, mais aussi de gratitude. Le procès a duré 3 jours. Le premier jour fut consacré à l'exposé des faits. L'accusation a dressé un tableau méthodique et glaçant du plan qui avait été élaboré entre David et Marcel. Le somnifère. La mise en scène d'un accident. Les calculs sur mon assurance vie. Chaque mot me transperçait, mais je ne bronchais pas. Je regardais droit devant moi. Le deuxième jour, c'était au tour de la défense. Maître Durand a parlé avec calme et humanité. Il n'a rien nié. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a raconté la descente aux enfers de David, ses dettes, ses erreurs,
son isolement. Mais surtout, il a mis en lumière ce que j'avais vu moi aussi. Ce n'était pas un criminel sans remords. C'était un homme brisé, qui avait touché le fond, et qui avait choisi de ne pas creuser davantage. Quand le juge a demandé si je voulais témoigner, je me suis levée. Ma voix tremblait au début, mais j'ai tenu bon. Votre honneur, cet homme a voulu me tuer. Je n'ai aucune illusion là-dessus. Il a planifié ma mort avec minutie. Il m'a menti. Trohi. Il a brisé quelque chose en moi que je croyais indestructible. Mais, c'est aussi mon fils. L'enfant que j'ai élevé seul après la mort de son père. Celui que j'ai veillé quand il faisait de la fièvre. Celui pour qui j'ai sacrifié des nuits, des rêves, des années. Je ne demande pas qu'il soit pardonné. Je demande qu'il ait une chance. Une chance de réparer. Pas pour moi. Pour lui. Et pour ses enfants. Un silence s'est installé dans la salle. Le juge m'a remercié. Je suis retournée m'asseoir, vidée. Le poids que je portais depuis des mois venait de se déposer au centre de cette salle austère. Le 3e jour, la sentence est tombée. David a été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 incompressibles. Marcel, lui, a pris 5 ans. Il avait des antécédents. Il n'avait montré aucun signe de repentir. Même en sortant de la salle, il m'a lancé un regard noir. Mais je n'ai pas scié. Mon combat n'était pas contre lui. Mon combat, c'était pour mon fils. À la sortie du tribunal, David a été brièvement autorisé à me parler. 2 gardiens encadraient la scène, mais ils ont respecté notre échange. Merci d'être venu. Merci de m'avoir donné une chance. Je l'ai regardé longuement. J'ai posé ma main sur la sienne, à travers les menottes. Ne me remercie pas encore. Cette chance, tu dois maintenant la mériter. Il a hoché la tête. Et il est parti. 2 années s'écoulèrent. 2 années où je reçus chaque semaine une lettre de sa part. Il me racontait sa vie en prison, le travail à l'atelier de menuiserie, les cours du soir qu'il suivait, les livres qu'il lisait. Chaque lettre était un fil tendu entre nous. Fragile, mais bien réel. Je lui répondais. Pas à chaque fois. Pas toujours longuement. Mais je répondais. Parfois un simple mot. Parfois une carte postale. Un signe. Quand il est sorti, c'était un matin de printemps. Je l'attendais devant la prison, le cœur battant. Il est apparu, un sac en bandoulière, les cheveux plus courts, le regard plus posé. Il a hésité. Puis il s'est avancé. Nous nous sommes regardés. Longtemps. Puis je l'ai serré dans mes bras. Bienvenue chez toi, mon fils. Il n'est pas venu habiter chez moi. Il ne l'a pas demandé, et je ne l'aurais pas proposé. Il avait compris qu'il devait se reconstruire seul. Il a trouvé un petit studio dans le quartier de Saint-Cyprien, grâce à une association. Il a trouvé un travail dans un atelier de menuiserie artisanale. Pas de grand salaire, mais une vraie passion. Il fabriquait de ses mains. Il réparait. Il transformait. Comme lui. Petit à petit, il a repris contact avec ses enfants. Clara, l'aînée, était froide au début. Mais il a persisté. Il n'a jamais forcé. Et un jour, elle lui a répondu. Puis elle est venue. Avec Jules. Un samedi après-midi, David les a emmenés chez moi. Quand je les ai vus sur le pas de la porte, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Clara m'a serré dans ses bras. Jules aussi. Grand-mère, papa nous a tout raconté. Il a dit que tu lui avais sauvé la vie. Je les ai regardés tous les deux. Non, mes chéris. Il s'est sauvé lui-même. Moi, j'ai juste refusé de l'abandonner. Le retour de David dans nos vies ne s'est pas fait d'un coup. Ce ne fut ni un miracle, ni une réconciliation instantanée. Ce fut un processus lent, patient, douloureux parfois, mais profondément humain. Et surtout, sincère. Il avait trouvé un petit emploi stable à l'atelier Bois et Mémoire, une petite entreprise familiale qui réhabilitait de vieux meubles. Le patron, M. Vernet, un homme aux mains aussi épaisses que son cœur était grand, lui avait donné sa chance après avoir lu une lettre que j'avais écrite en appui. Il croyait aux secondes chances, disait-il. Moi aussi. Chaque dimanche, David venait déjeuner chez moi. Toujours à la même heure. Toujours avec une attitude respectueuse, attentive, presque timide. Il apportait parfois du pain, parfois des fleurs. Et un jour, il est venu avec un objet fait de ses propres mains. Une boîte en bois sculpté, vernie avec soin, dans laquelle il avait gravé à l'intérieur ces mots. Pour maman, parce que tu as été plus forte que ma faiblesse. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était plus qu'un cadeau. C'était un aveu silencieux. Une demande de pardon que je n'avais pas réclamée, mais qu'il m'offrait quand même, sans mots superflus. Je le voyais peu à peu changer.
Il riait plus souvent. Il parlait avec moins de colère. Il évoquait ses enfants avec un mélange de douleur et d'espoir. Il ne se cherchait plus d'excuses. Il assumait. Et ce changement-là, personne ne pouvait le simuler. Clara, sa fille, était en terminale à ce moment-là. Une jeune fille vive, aux yeux sombres et déterminés. Elle avait longtemps refusé de parler à son père après l'histoire. Mais, à ma grande surprise, elle est venue me voir seule un samedi après-midi. Nous étions assises sur la terrasse, sous le figuier. Mamie. Papa a vraiment changé, tu crois? Ou il fait semblant pour que tout le monde lui pardonne? J'ai pris un moment avant de répondre. Je pense qu'il est en train de se reconstruire. Et tu sais, on ne reconstruit pas une vie comme on cloue de planches. On le fait centimètre par centimètre. Parfois ça tient, parfois ça s'effondre. Mais s'il continue comme il le fait, alors oui, je crois qu'il changera vraiment. Elle m'a regardé en silence, puis a murmuré. Je veux lui parler. Pas pour faire comme si de rien n'était. Mais parce que j'ai besoin de comprendre. Je l'ai embrassée sur le front. Elle était plus sage que bien des adultes. Quelques semaines plus tard, ils ont eu cette première conversation. David m'en a parlé ensuite. Il m'a dit que Clara ne lui avait rien épargné. Qu'elle lui avait tout balancé. La peur, la honte, la rage de savoir qu'il avait failli tuer sa propre mère. Mais il ne s'était pas défendu. Il avait juste dit « Tu as raison. Je suis impardonnable. Mais je veux essayer d'être quelqu'un dont tu pourrais, un jour, ne serait-ce qu'un peu, ne plus avoir honte. » Et elle était restée. Ils avaient parlé pendant 2 heures. À partir de ce jour, les choses ont doucement évolué. Clara a commencé à lui écrire des mails. Elle lui envoyait des articles sur le droit pénal, sa future spécialité à la fac. David les lisait tous. Il répondait, posait des questions. Et elle répondait encore. Jules, son petit frère, était plus discret. Mais je voyais bien qu'il écoutait tout. Qu'il observait. Un jour, il a aidé son père à transporter une vieille armoire de l'atelier jusqu'à chez moi. C'était une pièce ancienne que je voulais restaurer. David lui a montré comment poncer le bois sans l'abîmer. Et Jules a regardé, fasciné. Quand ils sont repartis, il m'a glissé en souriant. C'est peut-être pas si nul, le boulot de papa. Je n'ai rien dit. Mais mon cœur, lui, dansait de joie. Ce sont dans ces détails qu'on reconnaît le changement. Un dimanche de juin, nous étions tous réunis dans mon jardin. Il faisait beau, la glycine était en fleurs, et j'avais cuisiné mes fameuses tomates farcies. Clara racontait ses premiers jours à la fac. Jules jouait avec le chien du voisin, à travers la clôture. David, lui, riait avec eux. Il riait vraiment. Et c'est là qu'il m'a tendu un petit paquet. Je t'ai fait quelque chose. Je ne savais pas si c'était le bon moment. Mais j'ai senti que, peut-être que si. J'ai déballé doucement. À l'intérieur, une petite sculpture en bois. Une réplique miniature de notre ancien canapé familial. Celui où nous regardions la télé tous les trois, quand René était encore là. Il avait reproduit les détails, les coussins arrondis, les coutures apparentes, même le petit accroc dans la coudoir. Pour que tu n'oublies jamais, les bons moments. J'ai serré la sculpture contre moi. J'ai regardé mon fils. Et j'ai su. Ce n'était pas encore parfait. Rien ne l'était. Il portait encore ses fautes comme une ombre sur ses épaules. Mais il avançait. Il construisait. Il réparait. Et moi je réapprenais à faire confiance. À aimer sans trembler. À espérer. Ce jour-là, en les regardant tous ensemble dans le jardin, j'ai murmuré à moi-même. Je t'ai sauvé la vie cette nuit-là, David. Mais aujourd'hui, c'est toi qui rends la mienne plus belle. L'été suivant fut sans doute l'un des plus calmes et heureux que j'avais connus depuis des années. Mais le calme, je l'avais appris à mes dépens, n'était jamais définitif. Il s'installe dans nos vies comme une trêve, une respiration. Et tôt ou tard, la vie nous met à l'épreuve de nouveau. Cela commença par un coup de téléphone. Un dimanche matin, alors que je préparais un gâteau aux pommes, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Fournier ? Ici l'inspecteur Leclerc. Je suis chargée de rouvrir une enquête concernant l'ancien infirmier Marcel Dubois. Il semblerait que l'affaire dépasse ce que nous pensions. Auriez-vous un moment pour nous recevoir ? Mon cœur s'est figé. Le passé venait de frapper à la porte. Je l'ai reçu 2 jours plus tard. Un homme d'une 40aine d'années, au ton direct mais respectueux. Il a déposé un dossier épais sur ma table. Nous pensons que Marcel Dubois a participé à d'autres tentatives similaires à celles que vous avez subies. 2 femmes âgées décédées dans des circonstances floues.
toutes deux avaient des liens directs avec lui par l'hôpital ou un réseau d'aide à domicile. Et leurs assurances-vie ont été perçues très rapidement après leur mort. Je suis restée sans voix. Et vous pensez que David était au courant? Il a hoché la tête, très légèrement. C'est ce que nous cherchons à savoir. Pour l'instant, rien ne prouve qu'il ait été impliqué dans d'autres faits que celui qui vous concerne. Mais Marcel, lui, ne parle que de David. Il essaie de le faire passer pour l'instigateur. Je sentais la colère monter. Et une peur sourde. Une peur d'avoir fait confiance trop vite. D'avoir ouvert les bras à quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt. Après le départ de l'inspecteur, j'ai longuement regardé la petite sculpture en bois sur ma cheminée. Le canapé miniature. J'ai revu ce dimanche dans le jardin. Ce regard sincère. Ces rires simples. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait menti. Pas cette fois. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce doute. Je l'ai appelé ce soir-là. Il a décroché immédiatement. Maman. Tu vas bien? J'ai vu l'inspecteur Leclerc aujourd'hui. Un silence. Profond. Dense. Ah, d'accord. Je m'en doutais. Il m'a dit que Marcel essaie de t'impliquer dans d'autres affaires. Des femmes âgées. Des assurances. Il dit que tu savais. La ligne est restée silencieuse encore quelques secondes. Puis j'ai entendu sa respiration, plus rapide. C'est faux. Maman, je te le jure. Je n'ai jamais su que Marcel avait fait ça avant. Il m'a dit après mon arrestation que j'étais pas le seul qu'on a m'être fait attraper, mais je croyais que c'était du bluff. Je n'ai jamais participé à autre chose que ce que tu sais. Je voulais le croire. Mon cœur voulait le croire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée terrible. Et s'il était plus habile que je le croyais? Et si toute cette rédemption n'était qu'un masque bien construit? Il a senti mon hésitation. Sa voix est devenue tremblante. Tu me crois, maman? Dis-moi que tu me crois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit. Je veux te croire, David. Mais j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Le lendemain, il s'est rendu de lui-même au commissariat pour donner une déclaration volontaire. Il a livré tout ce qu'il savait sur Marcel, même les bribes qu'il n'avait jamais partagées. Il a parlé de ses contacts, de certaines conversations, des numéros de téléphone qu'il avait effacés par peur. Ce geste-là a pesé lourd. Aux yeux de la police. Et aux miens. Quelques jours plus tard, l'inspecteur m'a rappelé. Votre fils a été honnête. Ses déclarations nous ont permis de retrouver d'autres éléments. Nous ne retenons rien de plus contre lui. Au contraire, il va peut-être aider à clore le dossier. Ce soir-là, je me suis effondrée en larmes. Le soulagement, si intense, m'a secouée comme une vague. Ce que je craignais de tout mon cœur n'était pas arrivé. Il ne m'avait pas menti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond. Sans cauchemar. Sans crainte. Le dimanche suivant, quand David est arrivé, il a apporté un bouquet de lilas, mes fleurs préférées. Il a posé le vase sur la table, puis s'est assis, droit, les mains jointes. Maman, tu m'as encore cru. Tu aurais pu douter. Tu avais raison de douter. Mais tu m'as laissé la possibilité de prouver que j'étais sincère. Merci. Je l'ai regardé. J'ai pensé à René, à nos premières années de parents. Aux nuits sans sommeil, aux premiers pas de David. Je n'aurais jamais imaginé que notre histoire prendrait un jour ce tournant. Mais au fond, ce qui comptait, ce n'était pas la chute. C'était la capacité de se relever. Tu m'as déçu, David. Mais tu n'es plus l'homme que j'ai affronté cette nuit-là. Tu es en train de devenir quelqu'un de bien. Je le vois. Et je le sens. Il n'a rien dit. Il a simplement tendu la main. Je l'ai prise. Et ce geste, simple, silencieux, c'est là un autre PAN de notre histoire. Pas celui du pardon définitif. Mais celui d'un cheminement, côte à côte. Un fil tendu, solide, entre mère et fils. Entre erreur et renaissance. Quand on croit qu'on a refermé une blessure, il suffit parfois d'un mot, d'un visage ou d'un événement pour la rouvrir. Pas aussi large, peut-être. Mais assez pour sentir de nouveau la brûlure du passé. Quelques semaines après l'affaire Marcel, tout semblait s'être stabilisé. David poursuivait son travail à l'atelier. Clara avait commencé son stage au tribunal, et Jules venait me voir les mercredis après l'école. J'avais repris ma vie. Je reprenais même le thé du soir, seul, mais sans peur. Chaque geste, retrouvé, avait le goût d'une victoire silencieuse. Mais c'est au marché, un samedi matin, que tout a vacillé de nouveau. Je faisais la queue chez mon fromager lorsque j'ai entendu une voix derrière moi. Alors, Denise, toujours en vie. Je me suis retournée. C'était une femme d'une 50aine d'années,
cheveux teints en noir corbeau, regard méprisant. Sylvie. L'ex-femme de David. La mère de mes petits-enfants. Je n'avais pas revu Sylvie depuis plus de 3 ans. Elle avait fui, à juste titre peut-être, lorsque tout avait éclaté. Elle avait coupé tout contact, ne répondant ni à mes appels ni à mes lettres. Je l'ai regardée avec un calme froid. Je ne suis pas seulement en vie, Sylvie. Je vis. Et mes petits-enfants viennent me voir régulièrement. Elle a plissé les yeux, un sourire moqueur aux lèvres. Ah, donc tu es fière maintenant? Après ce qu'il a fait? Tu penses qu'un peu de bois sculpté et de confession efface ce qu'il a tenté? Il voulait te tuer, Denise. Tosably? Chaque mot était une lame. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai rien oublié. Mais moi, je choisis de voir les hommes pour ce qu'ils peuvent devenir, pas seulement pour ce qu'ils ont fait dans leurs pires moments. Elle a éclaté d'un rire sec. Tu parles comme s'il avait eu un éclair de grandeur. Il s'est rendu parce qu'il s'est fait prendre. Et toi, t'es tellement désespéré d'avoir une famille que tu lui as tout pardonné. Je sentais les regards autour de nous. Le marché était plein. Les mots de Sylvie se répandaient comme de l'encre dans l'eau. Mais je ne répondais pas à la provocation. Tu n'as pas à comprendre, Sylvie. Mais tu devrais au moins voir ce qu'il fait aujourd'hui. Le David d'aujourd'hui n'est pas celui que tu as quitté. Il travaille, il s'occupe de ses enfants, il affronte chaque jour ce qu'il a failli devenir. Ça, c'est du courage. Et c'est aussi pour tes enfants que je me bats. Pour qu'ils aient un père qu'ils peuvent respecter à nouveau. Elle est restée bouche close quelques secondes, prise au dépourvu. Puis elle a lâché. Tu crois vraiment qu'on efface une tentative de meurtre avec des excuses? Tess naïve. Et elle est partie. Je suis restée là, droite. Tremblante à l'intérieur, mais debout. De retour chez moi, j'ai raconté la scène à David, par souci de transparence. Il a blêmi. Elle a dit ça devant tout le monde. Oui. Mais je ne l'ai pas laissé me faire douter. Ni de toi. Ni de moi. Il s'est assis, les coudes sur les genoux. Je ne sais pas si je mérite ça, maman. Ton soutien. Le pardon de Clara. Même les mercredis avec Jules. Tout ça, c'est peut-être trop. Je me suis accroupie devant lui, comme je le faisais quand il était enfant. Écoute-moi bien. Tu ne mérites peut-être pas tout. Pas encore. Mais tu travailles pour. Et ça, c'est plus que beaucoup de gens. Tu crois que je n'ai pas peur, parfois? Que je n'ai pas de doute. Mais je regarde les actes. Pas les mots. Et tout ce que je vois en toi depuis ta sortie de prison, c'est quelqu'un qui avance. Même si chaque pas est lourd. Il m'a regardé, les yeux embués. Tu sais, parfois, je me demande si ce que j'ai fait ne sera jamais que mon identité. Si je serai toujours le type qui a tenté de tuer sa mère, dans les yeux des gens. Je lui ai répondu doucement. Il y aura toujours des gens pour te réduire à ta pire journée. Mais ta vie est faite de toutes les autres. Et c'est toi qui choisis ce que tu construis avec. Il a hoché la tête. Et il a tenu sa promesse. Il a continué à se battre pour reconstruire. Il a commencé à intervenir dans une association de réinsertion. Il parlait aux jeunes en difficulté, leur racontait son histoire. Sans la glorifier. Sans se faire passer pour une victime. Juste la vérité, nue, brutale. Et parfois, un regard dans la salle changeait. Et ça suffisait. Clara, de son côté, avait entamé un mémoire sur la justice restaurative. Elle m'avait demandé l'autorisation de raconter notre histoire de manière anonyme. J'avais accepté. Parce que si notre douleur pouvait en aider d'autres à comprendre la complexité du pardon, alors elle aurait au moins servi à quelque chose. Un soir, elle m'a dit « Tu sais, mamie, papa ne sera jamais parfait. Mais moi, je le préfère comme il est aujourd'hui, imparfait et sincère, que comme avant. Quand il faisait semblant d'aller bien, alors qu'il s'effondrait en silence. » J'ai souri. Oui, c'était ça. La Braille Redemption. Ce n'était pas de tout effacer. C'était de ne plus mentir. Ni à soi-même, ni aux autres. Et dans ce processus, nous étions devenus quelque chose de nouveau. Une famille reconstruite. Fragile peut-être, mais plus vraie qu'avant. L'automne avait déposé ses feuilles d'or et de rouille dans les rues de notre quartier. Mon figuier, que je taillais avec René chaque fin d'octobre, s'endormait lentement sous le vent doux du sud-ouest. Tout autour, la vie semblait ralentir, comme si le monde reprenait son souffle. Et moi aussi. Il y avait dans la maison un silence différent. Pas celui de la solitude pesante que j'avais connue après la mort de René, ni celui, glacé, qui m'avait suivi pendant les mois d'après cette fameuse nuit. Non. C'était un silence apaisé. Chargé de présence. De possible. David passait presque tous les dimanches matins.
Pas seulement pour le repas, mais pour aider, réparer, discuter, ou parfois juste s'asseoir avec moi en buvant un café, sans rien dire. Il ne remplissait pas le vide, non. Il était simplement là, à sa place. Pas celle d'un fils modèle. Celle d'un homme en reconstruction. Un dimanche, il est venu avec une boîte à outils. Je vais réparer l'armoire de la chambre bleue. Celle qui coince depuis des années. J'ai souri. Tu l'as repérée, celle-là? René disait qu'elle faisait exprès de grincer quand il voulait s'habiller sans me réveiller. David a ri. Un vrai rire. Pas celui, nerveux et contrôlé, qu'il avait si souvent. Alors il est temps de la faire taire une bonne fois pour toutes. Il s'est mis au travail pendant que je préparais le repas. Et à travers le couloir, j'entendais les bruits familiers. Le cliquetis des outils, les soupirs de concentration, les murmures de jurons quand une vis résistait. Ces sons-là étaient devenus pour moi une musique de réconciliation. La preuve, tangible, que nous étions vivants. Ensemble. À table, il m'a raconté un projet qu'il avait, créé une petite collection de meubles pour les maisons de retraite. Des pièces simples, solides, pensées pour les besoins des personnes âgées. Je veux qu'elles soient belles aussi. Pas ces trucs tristes et fonctionnels qu'on voit partout. Des meubles qui donnent envie d'être utilisés. D'être aimés. Je l'ai regardé parler avec une lueur dans les yeux que je ne lui avais pas vue depuis des décennies. Peut-être depuis son adolescence. Tu sais, maman, c'est étrange. Pendant des années, je croyais que le monde m'en voulait. Que j'étais victime de malchance, d'injustice, de gens qui ne comprenaient pas ce que je vivais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'étais surtout l'ennemi de moi-même. Et que c'est quand j'ai cessé de me fuir que j'ai commencé à vivre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée de lui tendre un morceau de pain. Le genre de geste simple, mais chargé de sens, qu'on offre à quelqu'un quand les mots ne suffisent plus. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la directrice d'une maison de retraite municipale, à Blagnac. Elle avait entendu parler du projet de David via l'association où il intervenait. Elle voulait qu'il vienne présenter ses idées. Pas comme un ex-détenu, pas comme un homme en réinsertion, mais comme un artisan, un créateur. J'en ai eu les larmes aux yeux. Je l'ai appelé tout de suite. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a murmuré. « Tu crois qu'ils vont me juger, maman ? Quand ils sauront. Ils ne jugeront que ce que tu leur montreras. Et ce que tu fais, David, parle plus fort que n'importe quel passé. » Il est allé au rendez-vous. Seul. Il a présenté ses croquis, ses maquettes. Et 2 semaines plus tard, il a reçu une commande, 6 tables basses, 10 fauteuils, 2 étagères murales. Il est venu chez moi, les yeux brillants, presque incrédule. Ils m'ont fait confiance, maman. Sans me poser de questions. Comme si j'étais juste un homme avec un projet. Pas un homme à qui on colle une étiquette. Je lui ai pris les mains. Parce que c'est ce que tu es devenu. Ce soir-là, nous avons fêté cela avec un petit verre de vin. Du Bordeaux, celui que René aimait. Nous avons porté un toast à l'atelier, à la confiance, à la vie. Et à l'improbable miracle de la résilience. Le lendemain, il m'a laissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. Maman. Je ne t'ai jamais demandé pardon comme je devais. Peut-être parce que j'avais honte. Peut-être parce que je ne savais pas comment. Mais je te le dis ici, maintenant, sans défense. Je suis désolée. Pour cette nuit. Pour toutes les nuits d'avant où je t'ai laissé seule avec ta peur. Pour t'avoir vu comme un obstacle, alors que tu étais ma lumière. To Emma's Sauve. Pas seulement en me dénonçant, mais en me regardant encore comme un être humain. Je veux devenir un homme que tu pourrais à nouveau appeler « mon fils » sans que ça te serre le cœur. Et je ne cesserai jamais d'essayer. Je t'aime. David. Je l'ai lu lentement, en silence. Puis je l'ai plié, avec soin, et je l'ai rangé dans la petite boîte en bois qu'il m'avait offerte. Celle qui contenait maintenant, entre ses parois de chêne, les preuves silencieuses d'un amour reconquis. Non pas naïf, mais vrai. Épreuve. Difficile. Et donc, précieux. L'hiver s'est installé doucement cette année-là, comme s'il avait appris à respecter le rythme lent de notre guérison. La neige est tombée une seule fois, en fine poudre blanche, recouvrant les toits de Toulouse comme un voile de silence. Et dans ce calme feutré, je me suis mise à penser à l'après. Pas la fin. Non. Mais à ce que je laisserais derrière moi. J'avais 75 ans. Je n'étais ni malade ni faible, mais l'âge, lorsqu'on a frôlé la mort de près, même symboliquement, vous donne une nouvelle lucidité. On commence à ranger ses papiers, à classer ses souvenirs, non plus pour soi, mais pour les autres. Un matin, j'ai appelé David. « Viens samedi. »
J'ai quelque chose à te montrer. Il est arrivé, comme toujours, ponctuel et souriant, une tarte aux pommes sous le bras. Il m'a embrassée, a commenté la couleur du ciel et la douceur du café. Puis il a vu les dossiers sur la table. C'est quoi tout ça? C'est mon passé. Et un peu de ton avenir. Assieds-toi. Il s'est installé, intrigué. J'ai ouvert le premier dossier, mon testament actualisé, signé il y a quelques jours. Puis mes volontés médicales, mes papiers de retraite, mon assurance vie, modifiés pour que Clara et Jules en soient désormais les seuls bénéficiaires. Puis une enveloppe épaisse. C'est mon journal. Depuis que ton père est mort, j'écris. Pas tous les jours, mais souvent. Je parle de toi, de moi, de cette maison, de ce qu'on a perdu, et de ce qu'on a retrouvé. Il a pris l'enveloppe comme un objet sacré. Tu veux que je le lise? Pas maintenant. Un jour. Quand tu en auras besoin. Il s'est levé, a contourné la table et m'a serré dans ses bras. Tu me fais confiance. Vraiment. Oui, David. Parce que tu l'as mérité. Pas avec de grands gestes. Mais avec la constance. L'humilité. L'effort. Il est resté silencieux un moment. Puis il a sorti un petit paquet de sa veste. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai ouvert. Une clé. Accrochée à un petit porte-clés en cuir, gravé de ses initiales. C'est pourquoi. Pour l'atelier. Bois et mémoire. Le patron m'a proposé de reprendre la direction avec lui. Une sorte de cogérance. Et j'ai demandé à pouvoir créer un espace qui porterait ton nom. J'ai écarquillé les yeux. Mon nom? Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as appris à réparer. Pas seulement les meubles. Les cœurs. Les erreurs. Les silences. Il y aura une petite plaque, discrète. Espace Denise, pour que rien ne soit jamais irrécupérable. Les larmes sont montées toutes seules. Ce n'était pas un geste pour se faire pardonner. C'était un geste de mémoire. Un acte d'amour, enraciné dans ce que nous étions devenus. Et ce nom, là-bas, sur cette plaque, ce ne serait pas seulement le mien. Ce serait celui de toutes les mères qui n'abandonnent pas. Qui tiennent bon même quand tout semble perdu. Qui aiment assez pour dire non. Pour exiger la responsabilité. Pour rendre la dignité au lieu de la voler. Quelques semaines plus tard, j'ai visité l'atelier. Il y avait de la sueur dans l'air, du bois brut qui sentait le pain et l'huile, des rires de jeunes travailleurs, des planches empilées contre les murs, et au fond, près d'une baille vitrée donnant sur une cour ensoleillée, un petit espace avec une table ronde, quelques fauteuils, et cette fameuse plaque. Espace Denise. Je suis restée figée devant, une main sur la bouche. David m'a dit, à voix basse. Tu as sauvé une vie ici. Alors il est normal que d'autres puissent venir s'y reconstruire. Cette reconnaissance n'était pas publique. Elle n'était pas criée sur les toits. Mais elle était ancrée dans le bois. Dans les gestes. Dans les mains calleuses de ces jeunes qui, comme lui, avaient fait fausse route, mais cherchaient encore la lumière. Un jour, Clara m'a demandé de venir assister à sa présentation de mémoire. Elle l'avait intitulée « La justice du cœur, quand punir ne suffit pas ». Elle y parlait de moi. De David. De notre histoire. Elle citait des extraits de mon journal, ce qu'elle avait lu avec mon autorisation. Et à la fin de son exposé, elle a lu ceci. Ce que j'ai compris, c'est que le pardon ne vient pas quand on oublie, mais quand on décide que l'amour est plus fort que la peur. Que la justice, la vraie, n'est pas l'absence de faute, mais la volonté de réparer. Ma grand-mère m'a appris cela. Elle a exigé la justice sans renoncer à l'amour. Et c'est peut-être ça, la plus haute forme de courage. Dans la salle, il y eut un silence total. Puis les applaudissements ont éclaté. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pas des larmes de douleur. Des larmes de fierté. De gratitud. À ce moment précis, j'ai su que, malgré les ténèbres, malgré l'horreur de cette nuit où tout avait failli s'arrêter, nous avions trouvé le chemin. Un chemin fragile, mais vrai. Un chemin de vie. Et en regardant Clara, droite, digne, forte, en voyant Jules à ses côtés, le regard brillant, curieux, tourné vers l'avenir, j'ai compris que le plus grand cadeau que je pouvais leur laisser, ce n'était pas l'argent d'une assurance, ni une maison bien tenue. C'était cette histoire. Notre histoire. Je suis assise dans mon salon, seule, alors que j'écris ces dernières lignes. Mon thé refroidit doucement sur la table basse, et la lumière de la fin d'après-midi filtre à travers les rideaux en dentelle que ma propre mère m'avait cousus il y a des décennies. Tout est calme. Mais en moi, c'est un tumulte paisible. Une sorte de contradiction vivante, un mélange de souvenirs lourds et d'une légèreté retrouvée. Il y a 1 an encore, je me demandais si je pouvais vivre avec ce que mon fils avait tenté. Si je pouvais lui reparler sans que mes mains tremblent.
S'il serait possible, un jour, de regarder son visage sans voir l'ombre de cette seringue si superposée. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me poser ces questions. Parce que je sais. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce qu'il a fait. Je sais aussi ce qu'il est devenu. Et ce que je suis devenue, moi. Ce que cette nuit a déclenché n'était pas une rupture, au fond. C'était une épreuve. Une traversée du feu. Elle a réduit à néant nos illusions, nos faux-semblants, notre façade familiale. Mais une fois que tout a brûlé, ce qui est resté, c'était l'essentiel. L'amour. Brut. Douloureux. Mais réel. J'ai 76 ans aujourd'hui. Et je suis plus vivante que je ne l'ai jamais été. Le lien que j'ai reconstruit avec David n'est pas celui d'avant. Il est plus honnête. Plus lucide. Il ne repose plus sur l'instinct aveugle d'une mère. Il repose sur un choix. Un engagement. De lui, envers lui-même. Et de moi, envers cette foi que j'ai choisi de garder, malgré tout. Clara termine bientôt ses études de droit. Elle m'a confié qu'elle veut se spécialiser dans les droits des victimes, mais aussi dans les alternatives restauratives à la prison. Elle dit que la justice a besoin d'apprendre à écouter, pas seulement à punir. Jules, lui, passe de plus en plus de temps à l'atelier. Il apprend à scier, poncer, coller. David lui a construit un petit établi à sa taille. Il l'appelle le coin de la relève. Un jour, Jules m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Tu sais, mamie, papa m'a raconté toute l'histoire. Sans rien cacher. Et tu sais ce que j'ai ressenti ? De la peur, oui. Mais surtout, du respect. Parce qu'il n'a pas fui. Et parce que toi, t'as pas abandonné. Moi, je veux faire comme toi. Être quelqu'un qui sauve, pas qui juge. Ces mots, je les garde au chaud dans mon cœur. Comme on garde une braise précieuse. Et David ? Eh bien David est devenu quelqu'un. Pas quelqu'un d'exceptionnel dans le regard du monde. Mais quelqu'un d'exceptionnel pour nous. Il n'a plus jamais tenté de fuir. Il a fait de ses fautes des fondations. Il a prouvé, jour après jour, que l'homme que j'avais vu ce soir-là, seringue en main, n'était pas la fin de son histoire. Juste une page. Terrible, mais tournable. Et moi, dans tout cela, je me suis longtemps demandé quel rôle j'avais joué. Si j'avais été trop douce, trop aimante, trop aveugle. Et puis j'ai compris. J'ai été mère. C'est tout. Et parfois, être mère, c'est faire face à ce que l'on redoute le plus. C'est regarder son propre enfant devenir quelqu'un d'autre. C'est refuser de le réduire à sa chute. C'est se lever, même brisé, pour tendre la main. Mais ce n'est pas le sauver malgré lui. C'est le pousser à se sauver lui-même. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que toutes les mères devraient faire comme moi. Je ne donne de leçons à personne. Chaque histoire est unique. Chaque douleur a sa propre forme. Mais je partage la mienne pour une raison. Parce qu'un jour, une femme qui lira ou écoutera cette histoire se retrouvera peut-être à une croisée des chemins. Elle aimera quelqu'un qui l'a trahi. Elle se demandera si le pardon est une faiblesse ou une force. Et elle aura besoin de savoir que l'on peut aimer sans excuser. Que l'on peut exiger justice sans renoncer à l'amour. Et que parfois, il faut faire semblant de dormir pour mieux veiller. Je repense souvent à cette nuit. À ce moment précis où j'ai ouvert les yeux, et où j'ai vu mon fils, figé, la seringue suspendue dans l'air. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais fermé les yeux pour de bon. Si j'avais bu ce thé. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelque chose en moi a su. Quelque chose de primal. D'instinctif. Cette chose que seule une mère possède. Et grâce à ce choix, ce refus d'avaler l'oubli, j'ai pu tout observer. Et en observant, j'ai pu agir. Et en agissant, j'ai pu le sauver. Et en le sauvant, j'ai découvert que je me sauvais moi-même. Car ce que j'ai vécu cette nuit-là n'est pas qu'un drame. C'est une renaissance. La mienne. La sienne. La nôtre. Alors, si vous êtes encore là, à lire ces mots, je vous remercie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Une histoire de thé, de trahison et de ténèbres. Mais surtout, une histoire de lumière retrouvée. Car oui, mon fils a mis un somnifère dans mon thé. Mais j'ai fait semblant de l'avoir bu. Et j'ai tout observé.